Bonsoir à tous et merci de m'accueillir à Marseille, c'est la première fois que je viens et quelle belle ville hein, et quel plaisir pour une Cannoise de retrouver du soleil en arrivant de Paris, même s'il y a beaucoup de vent. En tout cas, quel étonnement de vous voir aussi nombreux pour parler du travail. Qui l'eût dit hein vous le savez, chacun d'entre nous a sa représentation du monde, une vision qui s'appuie sur des filtres humains extrêmement complexes et qui font que notre vision du monde est partielle, subjective, puisque nos filtres sensoriels ont leurs limites humaines, qu'ils sont aussi imprégnés par la culture dans laquelle nous avons grandi, par notre histoire infantile, par les choix idéologiques et éthiques de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, on peut, dans certaines sociétés, entretenir l'illusion que la carte du monde qu'on a construite est la bonne. On a l'impression que ce gouvernement a construit une carte du monde dont il pense qu'elle est la bonne, qu'elle rend compte de toute la réalité et que même leur carte couvrirait tout le territoire. C'est une illusion que chacun d'entre nous a pu traverser. Moi, je me souviens, lorsque j'étais enfant, le travail était le territoire dans lequel je ne pouvais qu'entrer plus tard. Mes parents avaient toujours travaillé. Et donc, bien évidemment, j'allais gagner ma vie comme eux. Souvenez-vous, à cette époque-là, la question ne se posait même pas. Le travail était comme l'air qu'on respire, il y en avait partout, et nul besoin d'écrire des livres sur la centralité du travail à l'époque. En 1975, devenue psychologue, lorsque je commence à travailler dans un service de chirurgie de la main, il était tout aussi évident que perdre sa main au travail était une tragédie pour les ouvriers, dramatique. Leur avenir professionnel, financier, familial était remis en cause. Mais heureusement, il y avait là des chirurgiens dont les mains réparaient ces mains abîmées. Mais alors, à l'époque, l'organisation du travail était très lointaine, peu perspective. Ces dégâts ne concernaient que le corps physique à cette époque-là. Alors, on se souvient de temps en temps, un employeur accompagnait le salarié aux mains abîmées à la consultation, soucieux des dégâts que la machine avait causés. De la même manière, un employeur quelquefois se glissait au lit du patient à peine réveillé de son anesthésie pour lui faire signer sur un papier en blanc ce qui allait devenir l'attestation que cet ouvrier avait pris la scie circulaire de l'entreprise pour construire une bibliothèque chez lui et que c'est comme ça qu'il s'était blessé. Mais ces deux cas de figure étaient anecdotiques et au fond entretenaient plutôt nos conversations de café qu'autre chose. Parce que je me souviens qu'à l'époque, si le travailleur ne guérissait pas, finalement de temps en temps j'ai un peu honte quand je redis tout ça, c'est qu'il cherchait des bénéfices secondaires. Moi, j'étais psychanalyste, psychosomaticienne, et je sortais mes tiroirs, ma carte du monde à moi. Tout était très clair, tout avait une explication. Ceux qui étaient en arrêt depuis des mois, c'est qu'ils s'étaient enfoncés dans la sinistrose ou qu'ils truandaient la sécurité sociale. Je caricature à peine, vous savez, nos positions scientifiques étaient des positions moralisatrices, donc bien peu scientifiques. Mais c'était le plein emploi. Et donc, si on ne travaillait pas, c'est qu'on était paresseux, ou névrosés, ou revendicateurs. Nos pseudo-perceptions scientifiques étaient bien sûr des perceptions communes, forgées par des a priori et des stéréotypes. Ceux de l'époque ont peut-être disparu, il y en a encore beaucoup de nos jours. C'était des perceptions partielles, orientées, nous ne le savions pas. Ma carte de psychanalyste, de psychosomaticienne était ma vérité. Et voilà, la carte n'est pas le territoire. Je travaillais à l'époque dans les Hauts-de-Seine, le 92, le département le plus riche de France. Et des cadres de la défense jusqu'aux caissières des supermarchés, toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées dans ce territoire. Et dès 1995, tous malades de leur travail, je les vois débouler dans ma consultation, qui est devenue la première consultation souffrance et travail à l'époque.
Et les récits sont les mêmes dans la bouche des accidentés du travail, des ouvrières atteintes de ce qu'on n'appelle pas encore des TMS, et des cadres de la défense. Et donc, je ne peux rien faire d'autre que me dire, mais il se passe quelque chose sur ce territoire que ma carte habituelle n'explique pas. Et puis, bien sûr, les médecins, les chirurgiens m'adressent ces patients pour que je trouve ce qui, dans leur histoire personnelle, les empêche de guérir. Comment dire à l'ouvrière qui visse 27 bouchons par minute que son Oedipe y est pour quelque chose? Comment dire au harcelé qui s'effondre à son poste: pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt? De l'air entendu du psy qui pense que ça n'est pas normal de se faire humilier aussi longtemps, alors que démissionner fait perdre ses droits sociaux. Et toutes ces jeunes femmes cadres de la défense, vais-je leur dire qu'elles s'appuient sur leur masochisme féminin parce qu'elles acceptent d'être payées 25% de moins que leurs collègues masculins? Ma carte commence à faiblir. Alors, inutile de vous dire qu'à l'époque, personne dans la communauté médicale ne partage mon avis. Voyons, Marie, me disent mes correspondants psychiatres, tous vos petits harcelés, ce sont des paranoïaques. Quant aux employeurs à qui nous écrivons à propos de leurs salariés, mais ce sont des salariés fragiles, sont formatés à trancher entre fort et faible. Alors, pour prendre en charge tous ces patients, tous ces salariés en danger, il fallut bâtir très très vite un nouveau réseau, différent de celui que j'avais déjà construit autour de la douleur chronique du membre supérieur, basé sur les travaux de François Bourreau, qui a introduit en France la prise en charge de la douleur chronique. Et à l'époque, c'est avec le docteur Sandré, qui travaille à Créteil, et le docteur Soula, qui travaille à Garches, que nous créons l'embryon du réseau des consultations souffrance et travail. Ces parcours de ces premières consultations furent très solitaires parce que personne dans la communauté scientifique ne partageait notre point de vue. Chacun avait cette fichue carte et s'y accrochait, mordicus. Il fallut donc créer un groupe de réflexion avec des magistrats, des avocats, des inspecteurs du travail, des MIRTMO, des médecins inspecteurs, des psychiatres. Bref, toutes ces disciplines que cette question du travail convoque. Car pour comprendre l'affaire du travail, il faut être un peu médecin, un peu psychologue, un peu ergonome, un peu manager, un peu historien, un peu juriste, un peu beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait du travail cette affaire fascinante qui vous fait venir là ce soir. C'est en tout cas dans ce groupe-là, qui continue à travailler, à se réunir tous les mois, qu'ont été élaborés l'entretien spécifique du patient harcelé, les stratégies médico-administratives de prise en charge, la liste des techniques de management pathogène, toutes les pratiques de coopération médico-juridique nécessaires pour tirer un salarié d'affaires. Vous trouvez tout cela sur le site que nous avons créé, souffranceettravail.com, où nous mettons en ligne en temps réel toutes les données scientifiques sur la question du travail. À l'époque, puisqu'on ne nous croit pas, et que, en bonne sentinelle sociale, nous pressentons de beaucoup plus graves violences à venir, nous décidons de montrer et d'ouvrir nos consultations aux documentaristes. Nous transgressons le secret médical, c'est pas rien. Et donc, Sophie Bruno et Marc-Antoine Roudil vont tourner dans les 3 consultations. Ils ne m'auraient pas tous, mais tous étaient frappés. Puis Jean-Michel Carré tournera « J'ai très mal au travail ». Et enfin, Jean-Robert Vialet fera la trilogie sur la mise à mort du travail, qui a obtenu le prix Albert Londres en 2010. Les événements, vous le savez, vont tragiquement donner raison à notre intuition de sentinelle de terrain. Mais, mon Dieu, il faudra attendre un nombre de suicides incroyables et de suicides de cadres, pas de suicides d'ouvriers, on est bien d'accord, pour que l'on voit enfin se multiplier les unes des journaux et se réunir plusieurs commissions parlementaires, dont j'ai fait partie, qui ont pondu des rapports magnifiques, sans que rien ne bouge.
Il fallut donc assister à ces bras de fer théoriques entre chercheurs pour trouver les causes. Harceleurs pervers, bon et mauvais stress, organisation du travail pathogène, des bras de fer commerciaux aussi, car la souffrance au travail est un marché juteux pour certains. Et puis de savants calculs statistiques pour dédramatiser, mais c'est un chiffre normal de suicide, comparant le monde de l'entreprise à la population générale, alors que c'est épidémiologiquement un milieu clos et qu'il faut donc comparer les suicides en entreprise aux suicides en prison. Nous pouvons décider que ce qui vient ébranler notre carte du monde n'est pas vrai. Nous pouvons décider que ce qui remonte du territoire n'existe pas. C'est tellement tentant, de manière défensive parce que c'est trop dur à regarder, ou de manière stratégique parce qu'il faut mettre la poussière sur le tapis, de tenir un discours beaucoup plus léger, beaucoup plus positif, de parler de qualité de vie au travail, et puis même maintenant d'ailleurs de bonheur au travail, d'opposer aux plaintes des salariés des questionnaires quantitatifs de tous ordres, de mettre en place des lignes d'écoute, vertes, bleues, jaunes, du coaching, peut-être même bientôt des tests génétiques, ou en tout cas des prélèvements de cortisol le matin à l'arrivée au travail. Pendant ce temps, le nombre des consultations souffrance et travail n'a cessé de s'accroître pour répondre à l'augmentation des demandes. En 2016, nous en sommes à 120. Le premier certificat de spécialisation en psychopathologie du travail est créé au CNAM en 2008 avec Christophe Dejour pour former ces cliniciens pointus. Le site est créé en 2010 pour sauvegarder les savoir-faire que j'avais accumulés à la consultation de Nanterre au moment de mon licenciement. Ni le ministère de la Santé, ni celui du Travail n'acceptent d'en héberger le lien sur leur site, alors que c'est sur ce site que se trouve la liste des 120 consultations. Je crains qu'ils n'oublient qu'Internet est un nouveau territoire qui court-circuite la démission symbolique de nos institutions et l'aveuglement des cartes. En tout cas, ce maillage du territoire, c'est notre force, c'est la vôtre, parce que c'est dans le territoire, au plus près de celui qui souffre, que se trouve la prise en charge la plus réactive possible, et surtout ces pratiques de coopération qui sont indispensables. Alors voilà, nous sommes en 2016, et en 2016, les 3/4 du capital des entreprises cotées dans le monde sont devenus la propriété des fonds d'investissement et des fonds de pension. On ne déduit plus les objectifs de dividendes à répartir du travail qui était accompli. On accomplit le travail nécessaire pour atteindre les dividendes qui ont été décidés au préalable. Et donc, il s'est passé en quelques années une révolution terrifiante. Il s'agit désormais de travestir le travail réel en données comptables, en données chiffrées, dans une nouvelle grammaire. Une nouvelle bureaucratie managériale impose ses outils. Le comptable est devenu contrôleur de gestion. Et voilà comment le travail humain, avec sa sensorialité, ses muscles, ses efforts cognitifs, son endurance, son honneur, son âme, tout ce que nous mettons de notre identité dans le travail a désormais disparu, camouflé, au profit d'une grammaire financière où on ne calcule que les rythmes, les temps, les cadences, les flux tendus, si possible, plus de stock, zéro délai, zéro mouvement inutile, zéro surproduction, du lean management partout, une production parfaite. Toyota produit des millions d'automobiles par an, 12 millions l'année dernière, la moitié de la production retourne en usine, mais ça c'est un autre chiffre dont on ne parle pas. En tout cas, cette grammaire chiffrée parle d'une entreprise rêvée, virtuelle, sans corps. Chez nous, à l'hôpital, c'est la mise en place de la tarification à l'acte, la mode de la chirurgie ambulatoire, des pôles, puis du lean management, de la sous-traitance. Les mêmes recettes miracles que celles des entreprises s'appliquent à l'hôpital.
où on parle de New Public Management, puisque bien sûr la langue française serait trop pauvre pour parler du travail. Et bien sûr, à l'hôpital comme ailleurs, les données deviennent universelles et les organisations deviennent matricielles. Les patients traités par le chirurgien deviennent un nombre d'actes, le temps passé par acte, la performance de tel chirurgien par rapport à celui de la salle d'opération d'à côté. Le travail du chercheur devient le nombre d'articles écrits par an, même si l'article ne dit pas grand-chose. Les managers ne managent plus le travail, mais les objectifs à atteindre. La puissante division scientifique des tâches sépare les salariés les uns des autres, les rive à leur écran, avec des temps de pause alternés. Il ne faudrait pas quand même qu'ils arrivent à se réunir pour constituer des collectifs de riposte. Puis d'ailleurs plus de pause, puis d'ailleurs plus de temps collectif, donc seul au milieu des autres. Et l'hôpital tient, et les entreprises tiennent, les ateliers, les magasins, les bureaux, parce que des hommes et des femmes y travaillent, parce qu'ils rusent avec les normes, les procédures, les règlements, les décrets, pour que le travail ait encore de l'allure, de l'honneur et une qualité, pour qu'il soit encore du travail humain dont ils puissent être fiers. Mais pendant ce temps-là, la carte mondiale, quantitative, numérique, financiarisée, dresse un tableau du monde qui n'est plus qu'un immense tableau de bord, un reporting instantané à la nanoseconde. Dans nos consultations, nous nous heurtons, comme nos patients, à ces organisations du travail matriciel. Impossible désormais d'avoir au bout du fil un médecin conseil. Impossible d'obtenir les rendez-vous qu'on obtenait facilement auparavant. Et donc il nous faut encore plus d'énergie, d'endurance et d'obstination pour passer outre l'éclatement géographique des services, tous ces acteurs injoignables, toute cette inertie du système, toute cette oligarchie des procédures et des normes. Nous avons inventé de très nouveaux métiers. Nous sommes passeurs, tricoteurs de territoire, pompiers sociaux. En tout cas, nous le savons tous ici. Ces nouvelles organisations du travail, et la pièce de ce soir va vous le montrer, organisent l'accélération de soi, d'abord, et la solitude de chacun d'entre nous, une indifférence générale de chacun à chacun. Alors, je ne peux que vous inviter à ce travail du lien constant, soutenu, opiniâtre, parce que sur le territoire, si les acteurs se mobilisent, alors, comme pour nos patients, dont 80% d'entre eux retrouvent du travail et deviennent des citoyens aguerris, nous pourrions emporter la victoire. Car nous sommes persuadés, nous, que c'est le travail réel, celui qu'on ne décrit plus et qui est devenu invisible, le travail des hommes et des femmes de la vraie vie, de leur vrai corps, que c'est ce travail réel qui fait tenir le monde. Et que derrière le bruit des machines, il y a, comme disait Jean Auroux, le silence des hommes, mais aussi, encore et toujours, le bruit feutré de toutes ces mains qui règlent, ajustent, conçoivent, réparent, vendent, inventent le travail. Alors, cette carte qui continue à nous tracer une vision du monde lisse, chiffrée, flexible, interchangeable, sait-elle encore où elle va ? On le voit tous les jours depuis quelques semaines. Le territoire convulse, se défend, s'organise. Vous vous souvenez du démarrage des Restos du Cœur, petite entreprise artisanale, combien de dizaines de millions de repas distribués tous les jours. Et le Téléthon, qui n'était que des petites bricoles et qui sont devenues maintenant de véritables industries. Nous venons de lancer, et vous trouverez les coordonnées sur Internet, un nouveau groupement humain qui s'appelle 23 millions de salariés, qui cherche à vous regrouper tous. Abonnez-vous, parce que le peuple, vous l'avez compris, défile un peu dans la rue encore, mais surtout sur Internet.
Nous avons 2 chefs d'entreprise dans notre réseau qui se battent avec nous depuis 2 ans pour pouvoir créer le premier centre de traitement pilote du burn-out en France. Aucune porte institutionnelle ne s'ouvre. Moi, je continue à penser que la carte rigide qu'on nous impose ne sert qu'à entretenir l'ignorance, elle sert à la construire. Et que cette construction de l'ignorance, si nous sommes attentifs, peut céder la place à la construction du savoir de terrain, irremplaçable. Que la solution, elle est souvent dans les 10 mètres autour du poste du salarié, et notamment dans le fait de briser sa solitude. Et que donc, le maillon essentiel à mobiliser, c'est chacun d'entre nous. Et qu'il faut que chacun d'entre nous reprenne courage. Cynthia Fleury, dans son très très beau livre « La fin du courage », la philosophe, dit qu'être courageux, c'est de ne pas attendre que l'autre fasse ce qu'il y a à faire. C'est se remémorer que l'autre n'a que le pouvoir que vous lui reconnaissez et qu'il faut donc renverser la peur. Alors, comme c'est la journée des droits des femmes, je vous ai apporté 2 histoires de femmes. Une qui ne finit pas bien, parce que la souffrance au travail, c'est malheureusement ça aussi, mais une qui finit très bien. Je vous parlerai donc d'abord d'Eliane, puisque là, le sujet de ce soir est le burn-out. Eliane, lorsque je la reçois, m'est envoyée par son médecin du travail qui l'a trouvée épuisée et qui l'a envoyée en examen complémentaire à ma consultation. Et je la trouve bien fatiguée, Eliane. Elle a 35 ans, elle est cadre dans un laboratoire pharmaceutique que je ne citerai pas. Elle y a fait toute sa carrière, elle s'est mariée, elle a accouché de jumelles l'année précédente. Bien évidemment, au retour de son congé maternité, elle n'a pas retrouvé son poste. C'est une femme courageuse, elle a pris un avocat, elle a obtenu sa réintégration. Eliane fait partie de ces jeunes femmes modernes qui veulent à la fois avoir des enfants et travailler. Elle a de l'ambition. Elle est sollicitée par sa direction depuis quelque temps pour construire un département informatique. Et elle a reçu comme un signe très positif de la part de cette direction le fait qu'on l'a envoyée faire une formation, elle seule. Bien évidemment, elle me dit qu'elle est épuisée. Entre les jumelles, la formation, le travail courant, elle n'en peut plus. Elle porte sur le visage les stigmates d'un épuisement visible. Et je me rends compte qu'Eliane, comme beaucoup de femmes qui occupent ces postes à forte responsabilité, finissent comme les hommes par ignorer leur santé. Sauf que si les hommes peuvent ignorer leur santé, c'est qu'il y a souvent à côté d'eux une femme qui s'en occupe. À côté d'Eliane, il n'y a personne, si ce n'est un mari qui est lui-même aussi la tête dans le guidon. Elle veut travailler, progresser. Et elle a développé depuis quelque temps des signes d'hypothyroïdie. Au décours d'une prise de sang, son médecin l'a diagnostiqué, lui a donné un traitement. Vous savez qu'il faut faire des prises de sang régulières pour équilibrer le traitement. Elle ne les fait pas. Elle a mis sa fatigue et son épuisement sur le compte de cette pathologie. Alors je finis par lui remonter un peu les bretelles. Je lui dis qu'elle se néglige et qu'il faut qu'elle se soigne. Et j'essaye à la fin de l'entretien de la faire accrocher à une seconde prise de rendez-vous pour voir si elle est capable de s'accorder un peu de temps. Elle me dit qu'elle reviendra le lundi suivant. Elle ne revient pas, mais elle m'appelle à l'heure de la séance pour me dire que la présentation a eu lieu, la présentation publique de son projet informatique, qu'elle a été stressée, bouleversée, et qu'au moment de prendre la parole, elle a manqué d'air, qu'elle a fini par se reprendre, qu'elle espère avoir été brillante, efficace, et que d'ailleurs, son N+1, tous ses managers sont venus la féliciter. Mais me dit-elle, un peu embêtée au téléphone, ils m'ont aussi demandé tous mes documents, toutes mes sources. Et j'ai refusé de les donner.
Et donc ils sont repartis très contrariés. Eliane n'a pas l'air de comprendre la stratégie de ce type d'entreprise. En tout cas, bien évidemment, je lui demande de revenir le lundi suivant, rendez-vous auquel elle ne viendra pas, puisqu'elle va mourir entre-temps. C'est son mari qui va reconstruire les derniers jours. Lorsqu'elle apprend le lendemain de sa présentation que, très contrariée qu'elle n'ait pas donné ses sources, sa direction a pris la décision de démembrer ce fameux département informatique et de le répartir sur plusieurs personnes, elle réalise tout d'un coup qu'on lui a donc fait faire une formation, présenter tout ça pour rien, puisqu'elle n'aura pas le poste qu'on lui avait promis. Et son mari me dit, elle était obnubilée par cette affaire, et elle a donc décidé de prendre un rendez-vous avec sa DRH le lundi suivant. À 9h du matin, elle arrive dans l'entreprise, et en sortant de l'entretien, me dit son mari, elle m'appelle. Je ne reconnais pas sa voix au téléphone, me dit-il, parce qu'elle est blanche, elle est atone, elle est sonnée. Elle lui raconte sans affect, sur un ton éteint, qu'elle a donc été reçue par cette DRH, qui est celle qui l'avait déplacée au retour de son congé maternité, sans empathie pour le travail d'une mère de famille. Et cette DRH lui aurait dit, le travail que vous avez fourni est excellent, mais pas suffisant pour que vous obteniez une promotion. Voilà, il faudra faire plus. Bon, en tout cas, le poste informatique n'est pas pour vous. Les recherches, tout le travail que vous avez fait, ça a bien servi l'entreprise. Bon, puis enfin, pourquoi vous venez me voir? Qu'est-ce que vous imaginez? Et me dit le mari, Eliane, au téléphone, dit sa colère devant cette injustice, ce cynisme ambiant. Aucune reconnaissance sur la qualité du travail accompli, les recherches faites, le stage suivi, le temps pris sur sa famille, sur ses enfants. La barre est repoussée un cran plus loin. L'imposture du contrat de travail, pas le réel, le symbolique. L'imposture est flagrante. Elle a donc mobilisé de l'énergie, des compétences, du temps pour rien. À nouveau, son mari me dit, elle est éteinte au téléphone, elle raccroche. Et puis après, ce sont des témoins qui vont lui décrire la scène. Elle s'adosse au mur, glisse à terre. L'infirmière qui est sur place viendra pratiquer les premiers secours et personne ne pourra la réanimer. Bien sûr, à l'époque, on ne déclare pas encore les morts subites au travail en accident du travail. Personne dans l'entreprise n'ira à l'enterrement. Une interdiction formelle d'envoyer des fleurs sera énoncée et le rendez-vous avec la DRH sera effacé du logiciel puisque le mari portera plainte et qu'une enquête aura lieu, bien évidemment. C'est important de vous dire que nous sommes dans un pays où l'organisation du travail est encore au masculin neutre, que nous sommes, contrairement aux pays anglo-saxons où le travail s'arrête à 17h30, dans un pays où les normes organisationnelles sont encore trop adossées à un travail organisé par les hommes et pour les hommes, avec des réunions tard le soir, des rapports à rendre à pas d'heure, assez peu compatibles avec la possibilité d'avoir une famille et de s'occuper des tâches domestiques. Et pourtant, les Françaises sont parmi les Européennes celles qui travaillent le plus et qui font le plus d'enfants. Donc c'est important de leur rendre hommage aujourd'hui parce que nous avons la chance d'avoir des Françaises courageuses qui ont décidé de continuer à s'accomplir dans ces deux grands champs d'expression que sont la construction de son identité au travail et la construction de son identité en faisant des enfants. Important de vous dire aussi que rien ne remplacera jamais la centralité du travail dans la construction de l'identité. Que cette identité qui commence dans l'enfance, elle va se poursuivre à l'âge adulte sur deux scènes de théâtre essentielles. La scène du chant amoureux, qui ne solde pas la question de l'identité, parce que
être aimé, voir l'amour de quelqu'un dans le regard de cette personne, bien évidemment, vous donne une densité identitaire puissante. Mais nous sommes entre adultes ici, nous savons que cette affaire amoureuse a des aléas. Et que donc l'autre scène de théâtre où nous pouvons, à l'âge adulte, emporter notre besoin d'être reconnus, c'est la scène du champ social où le travail occupe une place désormais absolument considérable. Et si j'utilise le mot reconnu, c'est parce qu'il n'y a pas d'identité sans reconnaissance à l'état civil à la naissance. Il n'y a pas d'identité sans reconnaissance de qui je suis dans le regard des autres. Et les gens qui vous disent au travail qu'il faut vous passer du regard des autres vous racontent des fariboles. Aucun d'entre nous ne peut stabiliser son identité sans qu'on regarde ce que nous donnons à voir. Et dans le travail, ce que nous donnons à voir, ce sont des choses essentielles qui s'élaborent effectivement dans l'enfance. Je dis toujours, heureusement, que le petit garçon sadique qui aimait bien arracher les pattes des mouches et coller des papillons vivants sur des plaques de liège peut devenir un grand chirurgien à l'âge adulte et sublimer son sadisme en le mettant au service de sauver des vies. Heureusement que les petites filles qui aiment ouvrir les placards fermés à clé et écouter aux portes peuvent devenir psychanalystes et se faire payer pour écouter les secrets de famille. Le travail demeure le plus grand pacificateur intrapsychique et le plus grand pacificateur social qui existe. C'est ce travail de sublimation de nos pulsions qui nous permet d'éviter de devenir des psychopathes. Et on voit bien, pour avoir travaillé à Nanterre pendant des décennies, comment 2 ou 3 générations sans emploi peut malheureusement créer des violences territoriales absolument majeures. Alors du coup, essayez de vous souvenir que cet employé, ce salarié parfait, flexible, inoxydable qu'on veut, n'est pas celui qui fait du bon travail. Que celui qui fait du bon travail, c'est celui qui peut dépasser ses failles infantiles grâce au travail qu'il a trouvé. Et tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Qui d'entre vous se sont capables ici de travailler au pompe funèbre et d'accueillir toute la journée des gens endeuillés avec la bonne posture et le bon ton? Qui se sont capables de prendre un scalpel ici, d'inciser le ventre de quelqu'un ou d'écouter, comme je le fais, des gens déprimés et suicidaires toute la journée? Chacun d'entre nous a sa place dans le monde et son utilité. Et c'est toute la richesse et la centralité de cette question du travail. Et c'est une bien triste société qui pense que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et c'est donc sur l'histoire de Fatima que je voudrais terminer ce monologue pour vite vous passer la parole et qu'on échange, parce que c'est ça qui est important. Si Eliane était quelqu'un d'extraordinairement qualifié sur son poste, compétente, avec des diplômes exceptionnels et de très haut niveau, moi je n'oublie jamais ceux qui s'occupent de nettoyer notre poussière, là. Tous ces travailleurs de l'invisible, parce qu'ils font aussi tenir notre monde. Le travail répétitif sous cadence use le corps, bien sûr. Les muscles, les tendons, les articulations sont mis à d'autant plus rude épreuve que ce travail se fait avec de la part de l'organisation du travail la demande faite aux salariés de n'être rien, de n'être qu'un exécuteur de cycle de travail, les 27 bouchons à visser à la minute. C'est dans cette consultation souffrance et travail que l'on a donc appris à soigner les troubles musculo-squelettiques, puisque cela a fini par s'appeler comme ça. En tout cas, nous avons toujours su aborder ces pathologies organiques qui sont liées à la souffrance au travail, à la cadence, bien sûr, à la répétitivité, mais aussi à l'absence de sens du geste de travail. Et parce que dans cette consultation nantérienne, nous avions, entre guillemets,
la chance de travailler dans l'observatoire de la précarité, qu'est le centre d'accueil des SDF de Nanterre, nous savions qu'il fallait être nombreux pour s'occuper sous toutes ces facettes de ces salariés précarisés. Il y a donc toujours eu à côté de moi, d'abord parce que je ne suis pas médecin et que je ne peux pas prescrire, le docteur Johnny Adeline, médecin de la douleur, et Colette Capet, notre infirmière de la douleur. Et nous avons toujours su déployer des trésors d'imagination pour inventer des protocoles thérapeutiques, mais aussi et surtout pour continuer à voir le génie effacé dans nos patients. Ce génie individuel qui est celui qui nous sauve. Dans beaucoup de métiers, le geste est riche. Un pianiste interprète une partition, il l'interprète, ce qui veut bien dire qu'il y met son grain de sel, mais son geste est riche, issu d'une longue pratique. L'ébéniste, le menuisier ont des gestes riches aussi. Mais vous avez toute une cohorte de travailleurs invisibles qui, eux, sont soumis à ces gestes sous cadence répétitive, vidés de sens, et qui surtout sont exécutés sans que jamais personne ne les regarde. En janvier 2000, le service de pathologie professionnelle de Garches nous adresse Fatima. La première phrase de la lettre clôt son destin. La patiente que nous vous adressons est d'origine marocaine, elle est analphabète et présente une sinistrose. Ça vous donne vachement envie de la prendre en charge. Et oui, Fatima est effectivement femme de ménage pour 5 employeurs différents. Elle démarre le matin en faisant la cage d'escalier de son immeuble. Elle enchaîne ensuite dans 2 groupes d'immeubles différents, puis elle passe chez des employeurs privés pour terminer par un autre escalier à 21h. Elle est donc soumise à de nombreux déplacements dans des lieux professionnels espacés. Au décours de cette vie difficile, avec 2 filles qu'elle élève seule, elle fait la traditionnelle chute, l'accident de travail classique, qui vient mettre un terme à cette vie difficile. Et bien sûr, dans les suites de cet accident du travail, sans fracture, elle déploie un tableau de douleurs chroniques très complexe, qui fait qu'au bout d'1 an, n'arrivant pas à la soigner et sans diagnostic, le médecin conseil l'a déjà consolidée. Elle ne peut pas reprendre son travail de femme de ménage, elle n'a plus de revenus. C'est le début de la précarité, et c'est là que Garches nous l'envoie. Pour comprendre l'impact de la chute dans les escaliers, il faut mesurer l'état d'épuisement. On va parler du burn-out, mais il y a cet épuisement-là aussi, auquel arrivent les patients qui cumulent ces emplois de femmes de ménage sur plusieurs lieux différents. Les trajets, la fatigue, les tâches éreintantes sont terrifiantes sur l'organisme. Loin d'être cette femme illettrée et analphabète qu'on nous décrit, Fatima a en fait terminé des études primaires au Maroc, mais elle me raconte au cours des séances, puisque je la vois toutes les semaines, une anecdote terrifiante. Ils sont 11 dans la famille. C'est une institutrice française qui leur fait la classe et qui réclame un sou par faute d'orthographe. Et quand les filles arrivent à la maison et qu'elles réclament un sou par faute à la mère dit « c'est de l'argent au moins pour acheter la nourriture ». Et donc, tandis que les fils continuent leurs études, parce que l'histoire des sous n'est pas leur affaire, les filles, par identification aux difficultés de la mère, décident d'arrêter leurs études. Vous voyez comment déjà les choses sont prises. Pour autant, Fatima écrit un arabe littéraire de très bonne qualité. Alors vous savez, faire une psychothérapie à quelqu'un qui est pris dans la précarité la plus totale et qui n'a pas de quoi nourrir ses 2 enfants, c'est d'une totale inutilité. Vous vous en doutez. Et donc nous allons, avec le docteur Adeline, passer plusieurs semaines à retrouver ses employeurs, à obtenir qu'ils la licencient, puisque ça n'a pas été fait, à écrire les lettres pour eux, à les rassurer, à faire intervenir l'inspection du travail dans la boucle,
parce qu'ils ont peur de licencier quelqu'un qui a eu un accident du travail. Nous allons nous substituer, encore une fois, à tous ceux qui auraient dû faire ce travail mais qui ne l'ont pas fait. Et puis nous allons écrire une longue lettre au médecin conseil pour lui dire, voilà, on récupère cette femme. Derrière, il y a 2 enfants. Alors, donnez-nous 6 mois de plus pour qu'on remette en route un protocole thérapeutique. On va utiliser les mêmes molécules, mais on va travailler un peu différemment. On vous explique ce qu'on va faire. Donnez-nous 6 mois de prise en charge, on fera le point avec vous tous les mois. Médecin conseil suit. C'est ça aussi, hein, créer un réseau, c'est aller chercher les gens là où ils sont, dans leur bureau, coupés de tout. Bref, Fatima obtient d'abord 6 mois de rechute de son accident du travail, et puis, cadeau magnifique du médecin conseil, une invalidité, 2e catégorie. Et donc voilà, la précarité est réglée grâce à tout ce travail. Moi, je vais enfin pouvoir commencer mon travail de psychanalyste. La prise en charge régulière de ces séances va permettre à cette femme de passer du récit de ses douleurs au récit de sa vie, et puis surtout au récit de son travail. Et cette femme, en fait, qui au début de sa prise en charge ne parlait que quelques mots, fait des progrès extraordinaires au fil des séances, et elle nous parle de ce travail répétitif, humble, simple. Elle dit des choses essentielles et extraordinaires. Je ne veux pas abîmer. Ce travail-là, dit-elle, il faut bien le faire. Je tiens la maison de la femme qui travaille. La femme travaille la tête libre grâce à une Fatima. Fatima raconte l'invisibilité de ses savoir-faire. Et comme de séance en séance, son verbe est écouté, reconnu, encouragé. Un jour, bouleversée, elle arrive à sa séance et m'annonce, vous savez, maintenant, la nuit, je me relève et j'écris. Les mots me viennent sans que je puisse rien y faire. C'est à la fois une douleur et une jouissance, et donc je voudrais vous lire ce que j'ai écrit. Alors je lui dis, apportez-moi tout ça. Avec un seul hic, c'est que tout est écrit en arabe littéraire, que je ne parle pas du tout. Et là va donc démarrer un travail qui prendra 2 ans de traduction du livre de Fatima, qui va devenir Prière à la lune de Fatima El-Ayyoubi, le livre de la petite fille dont l'accès au savoir avait été interrompu, dont le corps et la psyché ont été encastrés dans des comportements féminins tout à fait prédestinés, le livre de l'immigré qui nettoie la maison des femmes qui travaillent, donc dans un double effacement, celui de ses compétences et celui de ses origines. Et ce qu'elle écrit est bouleversant. Je suis comme un livre. Toutes les femmes sont des livres dont le titre est le mari. Prenez le temps d'ouvrir les livres. La société parle de tout, de bien des détails. Elle a découvert les secrets de la terre, elle est descendue au fond des océans, y a trouvé des richesses. Elle est même allée chercher des pierres de la lune. Mais elle ne valorise pas le trésor qui l'entoure. Elle ne s'intéresse pas à ceux qui gardent son petit paradis, qui dépoussièrent son bureau ou ses boulevards, ou qui cuisent son pain. Toutes les femmes immigrées, pour moi, sont des arbres déplantés, transplantés d'une terre à l'autre. Beaucoup se fanent, mais s'ils trouvent l'attention responsable, quelqu'un qui ramasse la terre autour des racines, alors je vous le jure, l'arbre va donner des fruits comme tous les arbres. Les arbres ne parlent pas comme les femmes immigrées. Enfin, moi, j'ai trouvé ce qui s'était perdu en moi avec les 2 médecins qui vont chercher le torchon dans une main et le crayon dans l'autre. C'est Nicolas Sandré qui donc travaille dans la consultation souffrance et travail du Chic de Créteil, qui va faire photocopier, puisque moi à Nanterre, les photocopies sont comptées, une dizaine d'exemplaires du livre de Fatima, et elle partira au salon du livre avec ses manuscrits dans des sacs plastiques qu'elle va distribuer sur des stands. C'est Moufdi Bachari qui, en lisant quelques pages, va mesurer la puissance poétique de cette femme et va donc publier son livre,
Prière à la Lune, en 2006, qu'il faut que vous achetiez et que vous lisiez. Zoé Varier sur France Inter va lui consacrer une émission et au terme de cette émission ouvrir une souscription pour financer ses études que Fatima a décidé de reprendre, puisqu'à l'université Paris 10, on peut, sans avoir son bac, reprendre des études universitaires, ce qu'elle va faire en septembre 2007. Et donc Fatima va pendant 2 ans étudier l'histoire, la littérature française, lire en faire Balzac et Zola dans le texte. Véronique Morus, grand reporter au Monde, va lui consacrer un magnifique portrait, héroïne du ménage. Voilà. Fatima va publier un 2e livre en 2011, Enfin, je peux marcher seule. Et Fatima dit qu'elle ne craint plus rien ni personne, qu'elle est arrivée en France illettrée, mais qu'elle a enfin trouvé la lettre avec un grand L. Et puis, bien sûr, ce sera la rencontre avec Pyramide et avec Philippe Faucon et le César du meilleur film obtenu dernièrement. Alors, que vous dire d'autre avant d'entamer la discussion avec vous? On va le voir ce soir avec cette pièce. Le travail peut nous perdre et nous faire perdre la vie, surtout quand il est exécuté dans le silence mental, sans aucune reconnaissance. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est le travail qui nous sauve. En tout cas, c'est le travail qui sauve nos patients. Le travail thérapeutique, bien sûr, celui que nous accomplissons sur leur psyché, sur leur corps, mais le travail personnel, celui de l'écriture pour Fatima, et puis toute la chaîne de ceux qui travaillent autour. Je dis souvent que s'il faut tout un village pour élever un enfant, il faut tout un territoire pour sauver ceux qui basculent hors du monde. Alors, voilà, je vais vous laisser la parole. Merci. Allez, j'attends vos questions. Bonsoir. Alors, moi, je ne savais pas que c'était la première fois que vous veniez à Marseille. Donc, j'en suis bien ravie. J'ai moi-même personnellement traversé quelques années très compliquées dans le domaine social, en étant psychologue. Donc, un peu le comble quand même. Et je dois avouer que la question de créer un réseau, ça m'intéresse énormément, parce que ce que j'ai pu constater, c'est que tout le monde a été désarmé face à ma situation, que je n'étais pas seule dans cette situation-là, qu'en termes de groupe, nous n'avons réussi à rien porter, qu'il y a eu l'intervention d'un CHSCT, donc qui est Hygiène et Santé au Travail, qu'il y a eu une expertise dite psychosociale d'un cabinet. Et en attendant, les, on va dire, 40 salariés qui étaient concernés en 2014 sont tous partis. Ah oui. La procédure continue, l'expertise psychosociale continue, et nous n'y sommes plus. Je viens d'aller vers un licenciement pour inaptitude à travailler au sein de cette structure. Et j'apprends, alors tout est lié à cette situation-là, on va dire un peu de harcèlement moral, etc. Et voilà. Et la personne responsable de tout ça, responsable de tous ces départs de 40 salariés qui étaient dévoués à leur travail, vient de démissionner. A été amenée à démissionner, parce qu'elle ne l'a pas fait tout seule,
on y a bien poussé en termes de direction, parce que tout ça, ça a coûté beaucoup d'argent aussi, en termes de rupture conventionnelle, de licenciement, etc. Voilà. Et quand j'ai été reçue par le médecin conseil, je dois avouer que je suis assez désarmée de voir voilà, qu'on doit aller vers un licenciement pour inaptitude parce qu'on ne sait pas gérer la situation autrement, et que dans cette situation, ben, personne ne m'a dit, voilà, ben là on a peut-être un service, on a peut-être un psychologue qui comprend votre souffrance. Parce qu'on nous laisse croire aussi que c'est nous le problème, que nous sommes vulnérables, et donc que peut-être il faudrait s'interroger. Voilà. C'est toujours le même éternel gâchis, hein. Toujours le même éternel gâchis dans ce pays. Pas de prévention primaire, hein. C'est le salarié qui n'est pas à la hauteur ou qui est fragile. Les acteurs prévus, il y en a de nombreux hein, par le Code du travail, dont les CHSCT, le service de santé au travail, n'ont pas l'habitude de coopérer ensemble, interviennent trop tard. Et ça finit toujours de la même manière, par une inaptitude à tout poste pour obtenir son licenciement. C'est déjà bien quand on sait que la nouvelle loi prévoit qu'il n'y aura plus de visite médicale d'embauche, qu'on ne verra plus que le médecin du travail une fois tous les 4 ans. Qu'est-ce que ça va donner ? Voilà, la situation actuelle est quand même extrêmement grave. Et il faut vraiment que chacun d'entre nous devienne un salarié aguerri. Et ça commence par connaître ses droits. Moi, je continue à regretter que dans ce pays, on démarre dans le monde du travail sans avoir au moins fait une petite formation sur ses droits et ses devoirs. Qui ici, par exemple, connaît l'article L4121 ? Eh bien, vous irez le regarder sur Internet, parce que l'article L4121, c'est celui qui, dans le Code du travail, dit que le chef d'entreprise doit préserver votre santé physique et mentale en termes de résultats. Il ne doit pas faire qu'essayer, il doit y arriver. C'est un article magnifique dans lequel il est écrit en toutes lettres « Il faut adapter le travail à l'homme », pas l'inverse. Cet article, c'est celui qui a été obtenu après les arrêts amiantes de 2002, justement pour éviter comme c'était le cas depuis le 19e siècle, que tous ces crimes industriels restent impunis et des conséquences terribles sur la santé des salariés français. Nous sommes en train de revenir au 19e siècle en débricolant la puissance de cet article. Alors, il n'y a pas d'autre solution que de devenir des salariés aguerris. Derrière le L4121, il y a un article que j'aime beaucoup, forcément c'est le 4122. Je ne suis pas expert judiciaire pour rien. Chaque salarié est responsable de sa santé au travail et de celle de ses collègues, dans ses actes comme dans ses omissions. Vous ne pouvez plus aller travailler sans connaître vos droits, sans connaître les acteurs de l'entreprise. C'est aussi pour ça qu'avec Maître Rachel Saada, qui a gagné les histoires de suicide au Technocentre de Renault, et avec Nicolas Sandré, nous avons écrit « Travailler à armes égales ». Nous expliquons aux salariés tout ce qu'ils doivent connaître en termes de loi, en termes de nouvelles organisations du travail, en termes d'acteurs à aller voir suffisamment précocement. Mais nous savons bien que ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que j'ai créé ce réseau de consultation et ce diplôme spécifique. Alors, c'est pas de chance, à Marseille, vous n'en avez pas encore. J'espère que les 2 Marseillais qui font partie des étudiants de cette année pourront ouvrir une consultation à la Timone. Mais il y en a à Bordeaux, à Toulouse, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. Il faut aller dans ces consultations parce que nous avons une approche pluridisciplinaire et parce que nous savons tirer les ficelles. Et puis surtout, aller consulter le plus tôt possible. Et quand on vous renvoie à votre histoire infantile, sachez que c'est vraiment la plus grosse des bêtises à faire sur le plan psychothérapique. Dire à quelqu'un qu'il est en train de subir tout ce qu'il subit à cause de son enfance, de son Oedipe, de cette difficulté à affronter l'histoire paternelle, bref, de lui dire qu'il subit tout ça pour ce qu'il est,
alors qu'il subit tout ça à cause de la manière dont il travaille, en s'investissant, en travaillant de manière authentique. Voilà, c'est une violence psychothérapique supplémentaire qu'on lui inflige. On lui inflige une violence théorique supplémentaire. Et donc, ça n'est pas du tout comme ça que nous travaillons. Dans les consultations souffrance et travail, nous effectuons dans de très longues consultations qui peuvent durer plusieurs heures, un travail de reconstitution de la chronologie de la dégradation des conditions de travail. Vous trouverez sur le site Souffrance et Travail l'entretien spécifique avec le salarié qui vous en donne la trame. Et à côté, la chronologie de la dégradation de l'état de santé. Et comme par hasard, la date de l'arrivée du nouveau logiciel pour lequel on n'a pas eu de formation, mais sur lequel on nous a demandé d'être performants en 8 jours, correspond comme par hasard à l'arrêt de 8 jours. On les voit, les passerelles, et après, avec de bons avocats, le parallèle est vite fait. Voilà. Je ne peux pas ce soir vous expliquer la finesse des protocoles médico-administratifs qu'on utilise, mais ils existent, et on tire les gens d'affaire. Et 80% de nos patients vont bien et retrouvent même des postes à des niveaux supérieurs à ceux qu'ils occupaient. Simplement, il faut regarder le monde du travail tel qu'il se profile depuis des années, avec un regard lucide et des outils de pensée. Si on n'a pas les catégories de pensée, on va basculer dans ce que j'appelle les concepts poubelles. Ça a été le harcèlement pendant longtemps. Cette loi a été l'arbre qui cachait la forêt. Tout le monde s'est engouffré dans la recherche du pervers et donc de la victime fragile, au lieu d'aller regarder les organisations du travail pathogènes. Et on fait pareil avec le burn-out, là. Donc attention, il faut beaucoup plus de connaissances que ça pour dépioter ce qui se passe dans le monde du travail. En tout cas, nous, ce que nous savons, c'est que ceux qui craquent sont les salariés les plus investis dans l'exécution du travail, dans les règles du métier. Et que ce sont ceux qui ont une conscience professionnelle, et que je sache, avoir une conscience professionnelle n'est pas une maladie. Juste pour rajouter quelque chose à ce que vous disiez vis-à-vis de ces consultations souffrance au travail, j'ai moi-même été formée dans votre certificat en psychopatho, et aujourd'hui les services de santé au travail peuvent aussi vous apporter cet accompagnement au travers de consultations individuelles où nous mettons en œuvre cette méthodologie et cette écoute bienveillante au service de votre histoire au travail. Donc certes, les consultations souffrance et travail sont rares dans le Marseillais, mais il existe des institutions médicales et psychologiques qui peuvent vous accompagner. Et je pense que voilà, c'est important de le mettre en lumière aujourd'hui pour, si toutefois vous étiez confronté à des situations compliquées, pouvoir vous orienter vers votre médecin du travail qui, à son tour, vous adressera aux consultations individuelles guidées. Vous n'aviez pas de médecin du travail? Bien sûr que si. Il n'y a eu aucune dégradation. Personne n'a pris la mesure de ça. Tout le monde ne voulait qu'une chose, c'était que chaque salarié ferme sa bouche et s'en aille. C'était une institution publique? Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, merci. Je voudrais d'abord faire une remarque, j'ai une question. La remarque, c'est qu'actuellement on vit une situation qu'on connaît bien sur la mise en cause du droit du travail, et qu'on peut penser que ce qui va encore, si ça jamais ça passait, aggraver ces conditions de vie au travail, ne peut que en faire empirer et poser des problèmes. Donc je pense que c'est un moment aussi important. Oui, tout à fait. Ma question, c'est que c'est par rapport à la médecine du travail. Vous avez dit que vous aviez été licencié de Nanterre. Je sais que vous avez eu beaucoup de déboires avec effectivement l'institution. Je crois que ce serait peut-être important que vous nous fassiez un peu le point où ça en est aujourd'hui aussi sur cette question-là, parce que si effectivement la médecine du travail est remise en cause,
ça peut Oui. nous amener des... Nous sommes très inquiets, très très inquiets. Tout le groupe de réflexion qui travaille ensemble depuis 20 ans de ce qui est prévu dans la loi. C'est impossible que ça passe en l'état. Vous voyez, quand on parle de la reconnaissance en maladie professionnelle du burn-out, pour faire plaisir aux gens, on en parle beaucoup. À quoi ça va servir de reconnaître en maladie professionnelle le burn-out? Surtout à un taux de 25% d'IPP, ça veut dire que les gens qui seront reconnus sont des gens foutus. C'est pas notre envie d'avoir des gens foutus, qui seront donc en invalidité. Si vous êtes reconnu en maladie professionnelle, vous ne pouvez pas être en invalidité pour le même diagnostic. Donc on raconte des histoires aux gens. Et qu'est-ce que tout ça va devenir si en parallèle, à côté, on ne voit plus son médecin du travail qu'une fois tous les 4 ans? C'est-à-dire que vous avez le temps de rentrer dans l'entreprise sans visite d'embauche, de faire votre burn-out, d'en sortir, vous n'aurez pas vu un médecin du travail. Les cheveux se dressent sur la tête quand on regarde le contenu de cette loi, en termes d'atteinte à la santé, surtout quand on sait que le nouveau plan gouvernemental de santé au travail, lui, par contre, est parfait puisqu'il renforce la prévention primaire. Donc, c'est assez effrayant de voir que d'un côté, on renforce la prévention primaire et que de l'autre côté, on supprime une médecine du travail pour la faire et qu'on dérégule les astreintes, les 11 heures de repos prévues entre 2 journées de travail. Voilà, tout ça est fou. Je pense que nous avons des gens qui sont très très loin du travail réel, qui sont dans cette carte qui recouvre le territoire et qui racontent des salariés français qui ne sont pas les vrais. Le salarié français est 3e en productivité horaire, après la Finlande et les États-Unis. C'est pas du tout un salarié paresseux qui ne travaille pas assez. La productivité horaire est phénoménale et elle s'exécute en 35 heures, donc avec une intensification du travail colossale qui explique largement les états de burn-out qu'on voit partout dans ce pays d'épuisement. Donc les chiffres existent, mais quand je vous disais qu'il y a une construction de l'ignorance, on sait par exemple, vous vous souvenez au moment où nous avons tellement mis la question de la souffrance au travail sur la place publique, beaucoup de gens disaient mais il faut calculer le niveau de stress réel d'une entreprise, ou combien bascule. Déjà ça c'est illégal, vous l'avez compris, s'il faut adapter le travail à l'homme, c'est pour chaque salarié, un seul salarié qui va mal, il faut s'en occuper. En plus tout le monde disait il n'y a pas de chiffrage de cette affaire. Mais moi je pense qu'on se moque du monde parce que nous avons la chance d'avoir dans ce pays, au niveau des différents ministères, la DARES, l'INRS, l'enquête SUMER épidémiologique, qui porte sur 12 millions de salariés, ça ne suffit pas comme chiffrage. Et les enquêtes SUMER qui sont faites toutes les 4 ans montrent une aggravation de 30% de l'état de santé des salariés. Donc dans le même ministère, vous avez les résultats de l'enquête SUMER et des gens qui disent qu'il n'y a pas de chiffrage de la souffrance au travail. Alors que le BIT l'a chiffré pour tous les pays européens, c'est 3,5 points de PIB. Donc nous dépensons en soins un argent fou au lieu d'investir cet argent dans l'amélioration des conditions de travail. Voilà. Je dois dire que quand on est sur le terrain et qu'on maîtrise ça parce qu'on fait ça depuis un bon moment et qu'on devient un professionnel aguerri, on reste pantoise devant cette construction de l'ignorance. Donc je ne peux que vous dire, allez voir les chiffres, ils existent. On sait dans l'enquête SUMER que si on fait travailler des salariés à exécuter plusieurs tâches en même temps, ce qui est le cas de tout le monde ici, répondre au téléphone, taper en même temps, parler à un collègue qui est à l'autre bout du bureau, ça augmente de 66% le risque de comportement agressif dans une équipe. On n'a pas besoin de refaire des audits comme celui... Vous voyez, on dépense beaucoup d'argent, on fait venir des audits privés, ça prend du temps, le temps d'avoir les résultats, la situation s'est encore aggravée, tous ceux qui étaient là sont partis, ou morts, ou sont sautés par la fenêtre, voilà. C'est le défaut de ce pays, c'est de ne pas savoir faire de prévention primaire. En Suède, nous avons mis en ligne sur le site des vidéos
de Jonathan Benelbaz, qui est un doctorant du professeur de jour, qui est suédois et qui explique comment en Suède, il y a une échelle qui s'appelle la Karolinska sur l'épuisement professionnel, ça s'appelle comme ça, qui est passée systématiquement et régulièrement dans les entreprises. Les chefs d'entreprise sont formés. Quand un salarié commence à présenter un taux excessif sur l'échelle en question, on l'envoie dans un centre de réhabilitation où on le met en understressing pour qu'il retrouve une endurance. Bref, on s'en occupe tout de suite. Voilà, il n'y a qu'en France où on met la poussière sous le tapis. C'est culturellement un très 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 gros défaut. Voilà. C'est à nous de nous emparer de tout ça, de bien connaître la problématique et de réclamer l'action des acteurs le plus en amont possible. Sachez que si vous venez nous voir à temps, en 2 mois, vous sortez de votre état d'épuisement, on mobilise les acteurs nécessaires, on contacte le médecin du travail, on sait si c'est grillé dans l'entreprise ou si le retour est possible, on contacte le médecin conseil, on vous met en formation et les gens rebondissent en quelques mois et ne passent pas 2 ans, 3 ans dans des arrêts interminables qui les font dévisser de la vie sociale. Bonsoir. Après. Oui ? Je peux poser une question ? Oui, allez-y. En fait, je fais une recherche en littérature. J'essaie de voir la littérature du travail aujourd'hui, donc la littérature du précariat, surtout en Italie. Et donc, ça m'a frappé le fait que Fatima avait écrit un livre, donc voir que finalement la souffrance sur le travail devient narration et en particulier narration littéraire. Sûr. Je voulais vous poser une question justement sur le fait qu'en lisant beaucoup de littérature de travail et pas seulement de la contemporaine, je vois que là, ça c'est peut-être une mauvaise vision du monde du travail, de l'histoire du monde du travail, c'est qu'il y a eu une petite période heureuse, donc à partir des années 60-70, que après avec le néolibéralisme, ce qu'on appelle néolibéralisme, a de plus en plus empiré vers les situations de flexibilité, de précarité extrême qu'on voit aujourd'hui. Donc je me demandais si d'un point de vue de la psychanalyse, vous avez un peu fait une sorte d'histoire, voir comment, s'il y a des cas similaires avant les années 60, s'il y a des cas aujourd'hui qu'on peut rapprocher. Plus en plus, je lis des textes de la fin de 1800, je ne sais pas, sans remonter trop loin, mais au début du XXe siècle, et plus je me rends compte que la précarité et la flexibilité, c'était la condition normale du travail. C'est là, ça ne veut pas dire que... Non, vous avez raison, c'est une question extrêmement intéressante qui me permet de vous parler de quelque chose que nous maîtrisons mal et qui bouleverse la donne. Et je vous conseille de lire Le travail invisible de Pierre-Yves Gomez, qui est un livre, Pierre-Yves Gomez est professeur d'économie à Lyon, et c'est un livre remarquable qui nous a fait comprendre beaucoup de choses. Pendant longtemps, le travail a toujours été pénible, physiquement en tout cas. Le travail, pour certaines catégories, a toujours été source de détresse financière, de flexibilité, de précarité, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire qu'en tout cas, la personne la plus humble qui travaille, comme Fatima, qui était capable de me raconter que quand elle faisait le ménage dans les salles d'école le soir, il fallait que ça sente bon, il fallait que ça soit bien rangé, mais qu'elle jetait un dernier coup d'œil en quittant la salle et qu'il fallait que ça soit beau, qu'elle faisait un Picasso tous les soirs, que les petits le lui abîmaient et qu'elle le refaisait le lendemain. Je pense que dans la condition la plus sordide de travail, ce qui vous permet de tenir, c'est ce que le travail vous rend quand vous le faites bien. Pendant très longtemps, l'économie a été construite, on fabriquait de beaux objets, de beaux services, on en faisait la publicité et on en vendait beaucoup si tout se passait bien. On avait une économie pilotée par l'amont. Les 30 Glorieuses, c'était ça. Or, la situation de la macroéconomie mondiale a modifié la donne dans beaucoup de domaines, mais du côté du travail surtout.
Il ne s'agit plus de fabriquer le plus bel objet, le plus beau service à rendre aux autres, la plus belle invention intellectuelle. Il s'agit d'occuper la niche économique qui se libère sur le marché mondial avant les autres. Et donc, si vous vendez des yaourts et qu'il y a une niche économique de passoires violettes à vendre, parce que c'est ça que nous, consommatrices, nous voulons, vous avez un chef d'entreprise qui va mettre en place une organisation du travail capable de faire bouger des salariés qui fabriquaient des yaourts vers la fabrication de ces passoires violettes. L'économie, tout est piloté par l'aval. Et vous le voyez bien, vous rentrez à la poste, qui fait le boulot maintenant? C'est vous. C'est ça le pilotage par l'aval. Ben oui. Et quand vous êtes obligé de faire du travail qui est celui dont on a besoin à toute allure, celui qui réussit, ça n'est pas celui qui fait le plus beau travail, ça n'est pas le plus intelligent, ça n'est pas le plus fort, c'est le plus rapide. Celui qui occupe la niche économique avant les autres. Donc en fait, il s'agit désormais de faire un travail à la va-vite pour être le premier à occuper le marché en question. Vous voyez bien que cette affaire-là ne fait pas que bouleverser la donne financière, elle bouleverse notre rapport subjectif au travail. Comment pouvons-nous nous reconnaître et être fiers de ce que nous faisons dans ce travail en mode dégradé, fait à toute allure, pour être mis sur le marché avant les autres? C'est ça qui change de nos jours. Et la majeure partie de la souffrance au travail n'est pas liée au burn-out, au harcèlement, mais au conflit éthique, à la difficulté de continuer à faire son travail dans les règles de métier qui sont celles qu'on nous enseigne quand on nous forme. Voilà. Si vous n'avez plus envie d'aller travailler, allez consulter. Et si vous commencez à prendre des produits licites ou illicites pour aller travailler, allez consulter. Et faites attention à ces symptômes-là chez les gens avec qui vous travaillez et chez les gens de votre famille. D'accord ? Allez, repos.